Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de culture et de religion et pour vous expliquer la façon dont le milieu influe sur notre culture, sur notre alimentation, bien sûr, et sur nos croyances et nos religions. Pour cela, je me suis amusé à poser des questions à ChatGPT. Alors, c'était des questions que auxquelles j'avais déjà en partie répondu dans l'éveil des consciences, et c'est toujours amusant d'utiliser ces IA pour approfondir un peu nos connaissances et pour un peu améliorer par l'accès que l'IA donne à un nombre important de données, la justification de mes explications brillantes. Alors, j'avais posé cette petite question simple, mais j'en ai posé nombreuses à ChatGPT, qui était: le végétarisme est culturel et religieux parce qu'il est possible. Si ces peuples, on parle des hindous, s'étaient développés dans des steppes herbeuses, ils auraient probablement été carnivores et guerriers. Alors, je parle à ChatGPT qui avait fait une grossière erreur puisque elle avait expliqué que le végétarisme des hindous était en grande partie religieux et pas forcément lié au milieu, et qu'ils étaient végétariens par conviction religieuse plus que par obligation. Ce qui est en vérité un peu faux puisque nous sommes automatismes et c'est le milieu qui nous forme. Et cette petite question que j'ai posée à ChatGPT l'a réorientée bien sûr vers la grande vérité cosmique que je vous révèle ici et que nombreux connaissent aussi s'ils ont lu mes livres et s'ils sont un tant soit peu éveillés. Et alors ChatGPT me répond, puisque je lui explique ça, c'est juste. Les cultures s'adaptent à l'écologie. Les sociétés humaines adoptent des systèmes religieux et alimentaires qui correspondent aux contraintes de leur environnement. Dans une région riche en prairies, en pâturage, élever des animaux est rentable. On mange de la viande, du lait, on développe une culture pastorale ou guerrière. Dans une région fertile, pour les cultures, il est plus efficace de se nourrir de céréales, de légumineuses, de légumes. Cela pousse vers des sociétés agricoles souvent plus sédentaires. Alors, ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que quand vous êtes dans de grandes plaines herbeuses, le système digestif humain n'a pas la capacité de digérer autant de fibres de cellulose que fournissent les herbes hautes ou basses pour en tirer les éléments, les briques fondamentales à la construction, au fonctionnement de notre organisme, qui sont bien sûr les protéines, les hydrates de carbone et un peu les lipides. Ils sont tout ça dans une grande fibreuse de fibres végétales, de cellulose, dont nos intestins, nos côlons n'ont pas la capacité à digérer, et que les quadrupèdes, les gros quadrupèdes herbivores, ont eux cette capacité à digérer par fermentation bactérienne dans leurs énormes panses, dans leurs énormes intestins et côlons. C'est pour ça que les vaches ont des gros ventres, même les chevaux, ils ont un système de digestion un peu différent. Les vaches prenant plus d'herbes, on va dire basses, les chevaux d'herbes hautes, ils sont adaptés à des types d'herbes différentes, mais nous-mêmes humains n'avons pas la capacité de mâchouiller des herbes et de les digérer comme eux. Mais par contre, nous avons la capacité de les élever, de les tuer, de manger ce qu'ils ont récupéré au niveau énergie et au niveau briques organique des végétaux pour nous, notre alimentation, et en même temps de prendre même leur lait pour devenir de grands gaillards costauds. Quand on est des éleveurs pasteurs, on grandit à cause du lait et on
dit, et en général, on a l'enzyme lactase qui permet de digérer le lactose à l'âge adulte pour pouvoir exploiter ces pauvres herbivores, quadrupèdes, à usines, qui sont de véritables usines à fermentation, pour pouvoir tirer des graminées, des plantes basses du sol, toute l'énergie pour pouvoir survivre, et nous faire survivre au passage quand nous sommes des éleveurs, des éleveurs. Alors on continue ce que dit notre ami ChatGPT, puisque j'approfondis un peu. Exemple historique clair. Dans les steppes ou savanes, il y a des peuples guerriers carnivores. Mongols, Scythes, Huns, Maasai, je rajoute Peuls, et je peux même vous rajouter Yanmaya, qui ont poussé leurs invasions, les premières invasions européennes, et qui ont créé l'aristocratie européenne, c'était des cavaliers. Tout cela sont des cavaliers, bien sûr, puisqu'ils utilisent le cheval qui leur fournit du lait, de la viande, et en plus qui leur permet d'aller piller et de s'enrichir comme ça. Donc dans les steppes, on a des peuples guerriers, carnivores, qui vivent dans des steppes ou savanes, peu de terres cultivables, élèvent du bétail, culture guerrière, mobilité, alimentation, riche en viande, lait, sang. Religion simple, chamanique, alors ça c'est au nord, les religions chamaniques, tournées vers la survie, la guerre, le ciel, les ancêtres. Alors, on peut voir aussi des analogies avec les guerres au Mali, où ce sont souvent des éleveurs qui protègent leur bétail, un bétail qui s'étend. Donc il y a des conflits, souvent territoriaux, entre tribus d'éleveurs, et attaquent même des fois des agriculteurs. C'est typique, et car ça pose des problèmes, ce bétail, ça se déplace. Les hommes qui ont du bétail sont grands, costauds et se reproduisent plus facilement puisqu'ils ont accès au lait. Ils ont souvent l'enzyme lactase permettant de digérer le lactose. Ils deviennent assez guerriers. Vous voyez au Mali, vous voyez en Afrique, dans toute cette zone sahélienne, des combats. Souvent, c'est des zones très violentes avec des hommes qui s'agressaient avant avec des saguets, maintenant qui s'agressent à la Kalachnikov, pour des conflits territoriaux qui sont des conflits d'éleveurs, pour du territoire, pour que le bétail puisse être à l'aise et puis qu'on puisse continuer à se reproduire et à se répandre au détriment des autres. C'est très intéressant à comprendre. Au passage, c'est très intéressant à comprendre aussi que tous ces systèmes de caste et de domination ont été mis, ont été mis en place par les éleveurs qui venaient de zones des steppes herbeuses, où ils avaient leur bétail, mais où aussi ils étaient à cheval. Alors évidemment, Peuls et les Peuls et toutes ces tribus africaines qui vivent de l'élevage n'ont pas le cheval. Ça pose un problème. Le cheval a été domestiqué dans les plaines du Nord, dans les plaines d'Europe, d'Asie centrale. Et c'est la domestication du cheval par des éleveurs costauds ayant l'enzyme lactase, grands, baraqués, pouvant avoir une bonne calcification parce qu'ils continuent à boire du lait. Leurs femmes peuvent avoir plein d'enfants parce qu'elles boivent du lait et en plus, elles ont à ce moment-là une possibilité d'en faire plus sans avoir de décalcification et de rachitisme de l'adulte, ostéomalakie, qui est connu. Elles peuvent en faire, donc il y a une expansion démographique, une bonne démographie de ces peuples, qui devient des peuples guerriers, des peuples pilleurs, des peuples éleveurs-pilleurs, d'abord éleveurs qui vont échanger du fromage, qui vont échanger de l'artisanat contre des agriculteurs qu'ils vont rencontrer, qui vont finir par, bien sûr, aller les piller, puisqu'il est plus facile, il est plus rentable de piller que d'échanger. Le gain du pillage est un gain beaucoup plus élevé, même si on risque un peu d'avoir des morts pendant ces pillages. On a quand même un gain supérieur et on est supérieurement fort, puisque l'alimentation
et le cheval vous permettent de surprendre les personnes en allant les piller. Au début, on faisait des commerces, on se déplace avec ses chevaux, et ensuite, on les pille tranquillou. On surgit quand ils s'y attendent pas, de nuit ou au matin très tôt. Et à ce moment-là, on peut leur prendre ce qu'on a envie et au passage emmener des esclaves et des femmes, ce qui va augmenter d'autant plus votre démographie. Donc c'est pour ça qu'on a à ce moment-là des expansions démographiques. Les Yanmaya sont les premières grandes expansions. C'est ce qu'on appelle les Indo-Européens. Maintenant on sait d'où ils viennent. Ils venaient des plaines herbeuses, au-dessus de la mer Noire, vers l'Ukraine, par là. Et ils se sont répandus avec leurs chevaux, formant ensuite toutes les aristocraties en mettant en domination les peuples. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait d'une façon un peu brutale peut-être des fois, et après, ils se sont arrangés pour devenir plutôt leurs protecteurs des peuples, avec des religions à caste, des religions chamaniques, des religions à caste, des religions guerrières, et mettant en domination les peuples, ce qui était plus efficace que de les piller. À ce moment-là, on les rackettait et on leur disait, vous êtes gentils, nous repassons tous les 6 mois et vous nous fournissez tant, de blé, tant de produits artisanaux locaux, et vous nous filez des femmes et des esclaves. Bien sûr, on s'arrange, on file les mecs qu'on n'aime pas et les femmes des individus qu'on n'aime pas trop non plus. Tout le monde s'arrange avec tout le monde. Mais ça a été un peu le commencement des aristocraties qui étaient liées au cheval. Je vous dis toujours, le cheval rend méchant les hommes et les rend pilleurs et ensuite dominateurs. Voilà. Donc ensuite, alors c'est intéressant. Alors ensuite, on va passer au cas des plaines. Dans les plaines fertiles, il y a des peuples végétariens agricoles. Exemple, l'Inde du Nord, vallée du Gange, Chine du Sud, Mésoamérique, terre très fertile, rivières abondantes, culture du riz, blé, lentilles. Alors il faut savoir que l'Inde a subi leur mise en soumission par les Yanmaya, puisque c'était la religion hindoue, est une religion d'agriculteurs basée sur une grande connaissance des phénomènes astrologiques, des cycles de la vie, une grande sagesse d'agriculteurs, connaissant tous les cycles, mais ils ont été mis un peu en domination, en servitude quelque part, par les Indo-Européens qui sont venus et qui ont formé la caste supérieure, qui a mélangé toutes les croyances des hindous, de ces religions basées sur la nature, sur les cycles de la nature, des religions pacifiques, associées au système de caste des Indo-Européens, venus des plaines herbeuses avec leurs chevaux qui ont foutu la merde et qui ont dominé tout le monde. C'est classique. Ils sont allés aussi en Europe. On a eu le même système avec les Huns qui sont allés partout et qui ont été arrêtés au champ catalonique, pas parce qu'ils étaient battus par l'association des Romains, et je ne me souviens plus de quelle tribu germanique, mais tout simplement parce qu'ils arrivaient en panne sèche de fourrage pour leurs chevaux, en sachant que quand on se déplace à cheval pour piller et mettre en domination, on se déplace avec sa famille, et quand on est un guerrier, on a 6 chevaux, en général, c'est la moyenne pour les Huns, c'est-à-dire 2 chevaux de monte, des juments et des poulains pour remplacer les chevaux qui meurent, ou plusieurs chevaux de monte pour pouvoir remplacer à la monture un cheval fatigué par un autre. Voilà, donc c'est toute une armada qui se déplace, et quand Attila passe, l'herbe ne repousse pas, au sens propre et au sens figuré, parce que leurs chevaux, quand tu as 6000 guerriers, tu as 6 x 6, 36 000 chevaux. Alors je ne sais plus combien de guerriers, mais c'est à peu près ça. Alors, élevage de bétail, alors voilà, peu de terre, élevage de bétail, culture guerrière en vité. Alors, ça favorise les populations. Alors, le cas des plaines fertiles, je vous en ai parlé. Alors, culture de riz, blé, lentilles. Cela favorise une population dense, une société hiérarchique, religieuse et agricole. Exemple, en Inde,
hindouisme, jaïnisme, bouddhisme, tous valorisent la non-violence et le végétarisme. En Chine, importance du riz, du thé, du soja, consommation de viande modérée, spiritualité liée à la nature, taoïsme, confucianisme. Alors il faut savoir que les Chinois ont quand même été emmerdés par les Mongols qui sont venus, c'est tout le temps le même processus, le cheval rend méchant, qui sont venus avec leur expansion démographique due à la viande, au laitage, à leur système de pillage aussi et d'esclavage, qui sont venus faire chier les empereurs chinois et qui sont en fin de compte, qui se sont associés à eux, leur vendant des chevaux pour le travail, et finissant par vivre en bonne intelligence avec eux, et au passage, à même rentrer au pouvoir. Donc c'est très intéressant de comprendre comment ça s'est associé, mais la grande barrière, la grande muraille de Chine a été construite pour les mêmes raisons, pour empêcher des connards à cheval de venir vous faire chier et vous piller. C'est toujours les mêmes principes qui génèrent, c'est toujours les mêmes causes qui génèrent les mêmes effets, c'est toujours les mêmes principes qui régissent le monde, le principe de l'énergie. Alors, en Inde, pourquoi est-on végétarien? Pourquoi ne pas tuer les vaches? Alors là, c'est marrant parce qu'on vous explique comment les religions s'adaptent au milieu. Alors ça, dans les religions agricoles de l'Inde, comme l'Uttar, Pradesh ou Bihar, la vache est plus utile vivante que morte. Alors maintenant, bien sûr, il y a le charbon, on peut chauffer, puis il y a l'essence, et puis il y a des énergies fossiles, donc on commence à avoir des tracteurs, donc c'est beaucoup moins utile. Alors la vache donne du lait, nutrition, elle tire la charrue, travail de force, elle produit de la bouse, engrais, combustible, et puis ça vous permet aussi, c'est cool. Donc les religions ont sacralisé la vache pour préserver une ressource vitale. Résultat, la viande devient tabou et le végétarisme est justifié moralement, puis sacralisé. Alors ça, c'est simple, une religion qui ne serait pas efficace pour la survie des individus en favorisant leur vie et leur démographie positive serait directement dégagée et remplacée par une autre. Donc il y a eu bien sûr le système de caste qui est arrivé par les Yanmaya, par les Indo-Européens de merde qui sont venus faire chier tout le monde, mais ils ont conservé ce système basé sur la compréhension de la nature avec un peuple qui est beaucoup moins viandophage, qui est en tout cas beaucoup plus végétarien qui sont omnivores, mais plus végétarien que carnivore, à la différence des peuples des steppes. Alors le végétarisme est devenu religieux parce que les conditions matérielles l'ont permise et favorisé. Si ces peuples avaient grandi dans un environnement sec et herbeux, où les céréales poussaient mal, ils auraient élevé des troupeaux, valorisé la viande et le lait, développé des religions différentes, probablement moins non violentes, plus tournées vers l'honneur, la guerre ou la domination des éléments naturels, et moi je vous rajoute, et des peuples adjacents, et des hommes en général. Et ils auraient mangé beaucoup plus de viande et de lait, devenant grands et costauds, avec une meilleure démographie, ce qui augmente les risques d'expansion et de mise en domination des peuples sympathiques et agriculteurs qui les entourent. Donc, il me dit, le ChatGPT, les cultures religieuses et alimentaires ne tombent pas du ciel, elles émergent là où elles sont viables, utiles, puis deviennent des normes sacrées. Voilà, c'était pour parler des interdits alimentaires et des religions. Et les religions s'adaptent, en fin de compte, aux hommes dans lesquels elles vivent et les transmettre dans d'autres milieux, c'est assez dur. Mais les religions, au niveau alimentaire, ont des interdits qui ne gênent pas les gens. Et je vous ai expliqué, par exemple, que l'interdit du porc chez les musulmans, c'est-à-dire qu'au 7e siècle, à l'époque de Mohammed, c'était des interdits qui étaient déjà là avant. Il y avait l'interdit du porc, il y avait déjà l'interdit du porc chez les juifs. Mohammed avait voyagé, s'était inspiré. Alors il s'inspire du monde qui l'entoure, quelque part il s'inspire de Dieu, et avait compris que les interdits
religieux était une façon d'unir les peuples derrière des pratiques communes, comme les motards se saluent quand ils se croisent et boivent un coup ensemble. Eh ben, le musulman qui voit que l'autre ne mange pas du cochon, se salue et s'entraide. Ce sont des interdits qui unissent les hommes. Les obligations et les interdits sont des éléments fondamentaux pour solidifier des cultures, des groupes humains, former des cultures et permettre une bonne démographie. Bien sûr, interdire le porc en zone islamique, donc c'est-à-dire au 7e siècle en Arabie, ne posait pas beaucoup de problèmes, puisque en péninsule arabique, il n'y a pas de suidé, il n'y a pas de porc. Donc, c'est tout bénef. Ils auraient interdit les chèvres et les moutons à manger. Les peuples de ces zones semi-désertiques auraient rapidement disparu par manque de nourriture, plus de possibilités de se faire des habits et des tapis, et ils seraient vite morts et ils auraient disparu. Donc, quand il y a des interdits alimentaires, ce sont des interdits qui ne gênent pas trop les individus et qui ont plus d'avantages que d'inconvénients. Donc tout ça est encore basé sur le milieu et les religions s'adaptent aux hommes pour les unir et les fortifier, leur permettre une bonne démographie. Elles répondent aussi à des questions existentielles et rassurent, et des fois délivrent d'une façon secrète pour les initiés les secrets du monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler des interdits, pour vous parler des religions, et pour vous expliquer que si nos amis indiens sont végétariens, c'est qu'ils peuvent l'être, que leur milieu les incite à l'être, et qu'il y a pour eux plus d'intérêt à être végétarien qu'à être de purs carnivores, ce qui n'aurait pas pu vraiment être dans un milieu riche, leur permettant d'avoir des légumes en tout genre, des fruits, un milieu avec des rivières, vous savez, c'est assez humide et vous avez toutes les précipitations qui tombent sur l'Himalaya qui vient redescendre dans le nord de l'Inde et générer à l'ouest de l'Inde, au nord et à l'ouest de l'Inde, des zones extrêmement peuplées et denses parce que les gens peuvent avoir accès à énormément de nourriture. Mais bon, comme c'est un peu chaud, humide parfois, une température un peu plus élevée, il y a aussi beaucoup plus de bactéries, de pathogènes. Donc ça fait des peuples qui ne sont pas des grands gaillards, qui mangent du lait, mais qui sont plutôt de constitution plus fragile, mais très nombreux. N'oubliez pas que l'Inde, actuellement, est le pays, je crois, avec une des densités humaines les plus importantes, avec 450 en moyenne personnes au kilomètre carré. Alors c'est une moyenne parce qu'il y a des zones où il y en a moins, et dans les villes, c'est là qu'on peut avoir des densités encore plus élevées. Mais ils ont dépassé, je crois qu'ils sont à 1,4 milliard, ils ont dépassé les Chinois. Alors attention, on parle de nutrition, et ils restent végétariens, mais faites attention, leur empreinte carbone ou leur consommation énergétique est beaucoup moindre. Alors déjà, à titre individuel, un Indien, ça pèse 55-60 kilos. C'est pas très lourd, c'est plutôt léger, allez, 60 au maximum. C'est le poids d'une femme en Europe. Donc ils sont déjà moins lourds, moins gros qu'un Américain moyen qui a une consommation énergétique monstrueuse et qui consomme beaucoup plus que lui. Et si les Indiens étaient aussi massifs que des Américains, ça ne pourrait pas passer. Un Indien consomme beaucoup moins. Si vous voulez, un Indien, s'il y a 1,4 milliard d'Indiens, vous calculez que c'est l'équivalent, on va dire, je dirais de 500 000, allez, de 300 000 Américains, à peu près, en consommation, parce qu'ils sont plus petits et mangent moins. Ce qui est important à comprendre. Donc un Indien, c'est économique. Donc il faut faire attention quand on dit 1,4 milliard. C'est 1,4 milliard de petits individus consommant pas beaucoup, même s'ils sont
très nombreux. Donc il faut tout le temps, quand vous voyez un peuple, comparer le peuple aussi, dans sa consommation, à sa biomasse, et pas uniquement à la quantité d'individus qu'a ce peuple. Un peu le même principe avec les pygmées qui sont petits pour se déplacer en forêt, mais aussi ça permet d'être plus nombreux sur un petit territoire, et ça permet aussi de s'adapter dans des climats chauds aux nombreuses bactéries qui peuvent vous tuer par justement capacité de sélection, de mutation plus importante. En Inde, si vous avez remarqué, c'est pas connu pour être très très propre. L'Inde, c'est connu pour être un peu cracra. Alors cracra, c'est très relatif, parce que eux, quand ils vivent dans la merde, quand ils se baignent dans le Gange, où on met même les cadavres, où il y a les égouts qui se versent, ils ne meurent pas, parce qu'ils ont des sélections génétiques qui leur permet de résister aux nombreuses bactéries et pathogènes locaux, et le grand nombre d'Indiens permet justement de sélectionner des mutations, puisque plus il y a d'individus, plus il y a de mutations aléatoires permettant une adaptation des individus au milieu. Donc les Indiens vivent dans un milieu extrêmement riche en végétaux, mais extrêmement riche en pathogènes, mais ils sont habitués à ces pathogènes, et quand ils vivent dans la merde et dans la crasse, c'est une merde et une crasse qui n'est que relative, puisque eux ne vont pas tomber malades et ne vont pas avoir d'infection dans cette merde et dans cette crasse. Alors que si vous, Européens, vous venez bouffer chez les Indiens leurs plats, dormir dans leur lit et vous baigner dans leur Gange, je peux vous dire que très rapidement, vous allez mourir. Donc il faut toujours avoir une vision détachée et une compréhension de la relativité des choses dans ce monde humain, dans ce monde terrestre, dans ce monde biologique. La crasse chez les uns n'est pas réellement de la crasse, puisqu'elle ne les tue pas, et elle ne les rend pas forcément malades, ou peut-être un peu. Donc tout ça est bien différent, comme une nourriture carnée que vous allez avoir dans le nord de l'Europe, très riche en graisse pour passer l'hiver, puis les animaux sont gras, donc on va bouffer leur graisse pour passer l'hiver, il y a une mort de la nature. C'est les Allemands du Nord, j'ai mal cité, sont habitués à manger des œufs, des saucisses, des laitages, bien gras. Donc ils mangent riche, avec du pain noir, avec du blé, avec tout ce que vous voulez, du pain de seigle, et ils ne meurent pas, malgré cette abondance de gras animal. Vous donnez cette nourriture à des petits Indiens qui viennent maintenant travailler en Allemagne et dans les pays nordiques, dans les usines, c'est pas dans les usines, c'est dans les firmes qui font de l'informatique, souvent, puisque ce sont des mathématiciens, souvent, ils ont une grande culture du mathématique malgré leur race, ce sont des agriculteurs. L'agriculteur, depuis des millénaires, calcule les cycles de la nature, c'est un cerveau qui s'est développé pour comprendre les cycles calculés d'après les étoiles, d'après la position du soleil, d'après l'arrivée des plantes, calculer quand ils vont planter, quand ils vont récolter, et ça forme des esprits de mathématiciens. Combien de grands mathématiciens sont indiens, ils sont tout bruns avec leurs petites dents en avant, des fois, mais avec une grande capacité de calcul. Et ils viennent au nord, et s'ils viennent au nord dans une firme pour être mathématicien ou ingénieur, c'est leur spécialité dans la gestion et dans la création de systèmes informatiques et de l'utilisation, ils vont manger comme un Allemand du Nord, comme un Suédois ou comme un Danois, et ils vont vite tomber malades, et au bout de 10 ans, vont peut-être mourir par une inflammation totale de leur corps, puisque leur système digestif n'est pas fait pour se nourrir de gras, de graisse animale. Pour la même raison, quand un abruti de vegan d'Allemagne du Nord, de France ou d'ailleurs veut suivre un régime indien, végétarien, ça va lui ouvrir l'esprit, mais ça va vite le tuer parce qu'il n'est pas capable. Il n'a pas les enzymes digestives, il n'a pas le système le système biologique et les mutations faites pour être un végétarien quasiment total. Il lui faut de la B12, il lui faut plein de nutriments qu'il trouvera dans la viande et que les végétaux ne suffisent pas à lui apporter, alors que notre ami le petit Indien
lui, peut se passer quasiment de nourriture animale. Donc faites très attention à ce que vous mangez et sachez que vos religions et vos cultures sont adaptées au milieu dans lequel vous vivez et que changer de lieu, changer de culture et changer de mode d'alimentation et de religion peut parfois être néfaste pour l'individu. Voilà, c'était une petite vidéo du soir, espoir, pour vous parler du monde des Indiens et de la façon dont nous sommes formatés par le milieu, en pensée, en culture, en façon de manger et en façon de croire au monde et dans la façon d'être religieux. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.